Du coup, voilà, je repasse sur le sommaire. Voilà, du coup, il va y avoir ces trois parties et comme je disais, on prend sur la partie état des lieux. Les compléments alimentaires, donc, voilà, comme je dis, c'est vraiment un des marchés qui utilise le plus de plantes transformées, parce que c'est aussi très important. Euh, et aujourd'hui, c'est un marché qui est clairement en plein essor, hein. Malgré les crises, ça évolue, il n'y a absolument pas de souci. En termes de concurrence, on a de plus en plus d'acteurs qui viennent sur le marché. Donc, qui dit de plus en plus d'acteurs dit bah, faut pouvoir se démarquer. Il y en a qui se démarquent sur des plantes différentes, des fois qui viennent un peu du fin fond de l'Amazonie, etc. Mais en gros, voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles, des nouveaux procédés qui arrivent, des extraits secs. Donc, pour ceux qui connaissent pas les extraits secs, c'est ce qui est souvent dans les gélules, dans les comprimés à base de plantes. Ce sont des extraits secs, ce ne sont pas des poudres de plantes. Et les extraits secs, en fait, c'est globalement, on fait une infusion, on enlève toute la matière appauvrie, on récupère que le solvant avec les molécules en suspension, ça, on l'évapore, et c'est ça un extrait sec. Souvent, on met cet extrait sec sur un support, comme une espèce de farine, hein, comme on appelle de la maltodextrine, et c'est vraiment ça, cette poudre qui a un concentré d'actif qui est mis du coup dans les gélules, etc. Donc, généralement, c'est ça qu'on retrouve sur le marché, ce sont ces extraits secs. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveaux procédés qui permettent de faire un peu d'innovation, mais voilà, on a vraiment beaucoup d'acteurs et bah, ça se bouscule sur le marché, ça c'est clair. Les extraits secs, comme je disais avant, pourquoi est-ce que c'est utilisé aujourd'hui? Ben, parce qu'en fait, dans la même quantité qu'une plante sèche, par exemple, si je prends 1 gramme de plante sèche et 1 gramme d'extrait sec, en fait, on va avoir une quantité d'actifs vraiment bien plus importante dans l'extrait sec parce que c'est un concentré de molécules. Alors que dans la plante sèche, il va y avoir effectivement la lignine de la plante, tous les éléments de structure, etc., qui occupent souvent au moins 80, environ 90% du poids sec. Donc voilà, souvent dans la même quantité d'extrait sec, on va avoir peut-être environ 10 fois plus d'actifs et ça peut dépendre en fonction des procédés d'obtention. Donc voilà, en fait, dans une plus petite prise, on a une plus grande quantité d'actifs. Ensuite, bah, forcément, comme c'est quelque chose qui est fabriqué, on va pouvoir standardiser des teneurs, des concentrations dans les extraits secs. Ensuite, c'est aussi beaucoup plus facilement incorporable dans des différentes formules, même que ce soit en cosmétique, etc., dans différentes galéniques. Bah, c'est beaucoup plus facile d'incorporer un extrait sec qu'une poudre. Et ensuite, un point important, c'est que bah, dans les extraits secs, il n'y a pas de contamination bactérienne, alors que dans la poudre, c'est beaucoup plus compliqué de maîtriser ce point de ce cas de figure. Donc voilà, les extraits secs, c'est une évidence sur le marché aujourd'hui. Il y a tous les produits à base de plantes du marché qui contiennent des extraits secs, quasiment. Donc voilà, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, donc, nous avons des échantillons qui sont transformés. Donc, en général, quand des échantillons sont transformés, il y a un peu plus de risque sur la sécurité, l'efficacité de tout ce qu'on va rencontrer. Et clairement, on le verra tout à l'heure, mais c'est le cas. Comme du coup, ces échantillons sont transformés, ben, les compositions vont changer parce que soit on fait un extrait, par exemple, uniquement aqueux, soit c'est un extrait éthanolique, soit un extrait avec d'autres mélanges de solvants. Au final, les compositions chimiques changent. Donc, pour contrôler, on ne se base plus sur la même chose. Donc, les contrôles vont aussi être beaucoup plus complexes. Vu qu'on est sur un mode économique qui évolue très vite, en fait, il y a énormément d'innovations, donc plein de nouvelles références qui émergent. Bah, du coup, c'est hyper propice aux falsifications. Et le problème, c'est que tout va tellement vite que du coup, les méthodes de référence ou les autorités compétentes pour contrôler n'ont pas le temps d'évoluer, comme la réglementation d'ailleurs. Donc, c'est hyper compliqué de pouvoir faire ces contrôles. Et aujourd'hui, on arrive à un tel état que, bah, en fait, souvent les acteurs achètent pour avoir la plante pour la veille, alors que c'est des plantes qui poussent aux quatre coins du monde. Et souvent même, ils demandent des plantes, des fruits en plein hiver. Enfin, au final, voilà, il y a beaucoup de complexité dans ce marché. Donc, clairement, les produits commercialisés ne sont pas égaux. Aujourd'hui, on va sur le marché, on prend deux produits à base de cranberry qu'on prend devant nos yeux. Bah, clairement, ils ne sont pas égaux. Il y en a peut-être un qui ne contient pas de la cranberry et l'autre peut-être avec un très bon échantillon. Donc, ça, pour le savoir, bah, il n'y a aucun autre moyen que de faire une analyse. Parce qu'il faut savoir ce que le produit contient. Ça peut être une analyse visuelle dans certains cas, après, j'en sais rien. Mais voilà, il faut savoir qu'une analyse doit être adaptée. Donc, c'est ça un petit peu le but. Et le contexte est là-dessus. Aujourd'hui, il existe des méthodes de référence qu'on appelle souvent les méthodes pharmacopées. Maintenant, comme je le disais avant, ça n'a pas le temps d'évoluer. C'est des méthodes qui mettent un temps assez infini à être mises en place. Donc voilà, la plupart des méthodes d'aujourd'hui sont vraiment obsolètes, sont faites avec des méthodes d'il y a un certain temps. Et il ne faut pas oublier qu'une monographie, pour ceux qui connaissent, c'est une fiche d'identification en gros d'une plante. Et là, on va trouver par exemple, c'est vraiment tout le protocole pour pouvoir identifier une plante. Donc il va y avoir la microscopie, la macroscopie, caractère organoleptique, une CCM, il va y avoir un dosage HPLC.
Voilà, c'est tous ces tests qui permettent de dire, OK, on est bien en face de la bonne plante. Aujourd'hui, comme on est sur un extrait sec, bah, il y a toute la partie microscopie, macroscopie qui est hyper importante, qui ne peut pas être réalisée sur un extrait sec. Donc déjà, on perd des contrôles possibles. Et aujourd'hui, sur le marché, on ne fait qu'une CCM. C'est comme ça que ça fonctionne. Qui est le test en fait, le moins pertinent de toute la panoplie en plus. Donc on est sur des extraits qui sont du coup beaucoup plus complexes à contrôler que les plantes, qui sont en plus beaucoup plus sujets aux falsifications, et pourtant on fait beaucoup moins de contrôle. Donc ça, vraiment, c'est aujourd'hui, c'est ça. Donc clairement, quel est le résultat? On a un marché qui est pas terrible, et là, je suis assez sympa de dire ça. Donc, on a vraiment une nécessité pour les acteurs de maîtriser ce risque associé aux matières premières végétales, et c'est vraiment voilà, hyper important. Donc, qu'est-ce qu'une plante à risque? On va voir ça très rapidement, au travers de quelques exemples. Déjà, voilà, la plante la plus à risque que l'on pourrait rencontrer sur le marché, c'est un échantillon à base de plantes, bon, c'est un extrait sec, etc., qui est hautement susceptible de présenter un danger qui va avoir un impact sur la sécurité. Alors, il peut y avoir aussi des soucis financiers, type un produit qui est dilué, etc. Et voilà, le pire des risques, c'est que ça soit qu'il y ait un risque pour le consommateur, un risque santé. Voilà, dans la tête des gens, on a des plantes qui sont falsifiées, des plantes qui sont connues, gentiane, vérâtre, par exemple, c'est des exemples qui sont très connus. Dont on parle tout le temps, c'est l'anis étoilé, donc la confusion entre la badiane de Chine, donc l'anis étoilé, et la badiane du Japon, qui elle est toxique. Bon voilà, c'est dans la tête des gens, mais honnêtement, c'est des cas qui sont arrivés une fois, il y a eu un problème sur le marché une fois, effectivement. Voilà, le marché aujourd'hui, c'est pas ça. C'est ce genre d'exemple, on ne les trouve pas. Aujourd'hui, les falsifications, elles sont un peu plus fines et beaucoup plus régulières aussi. Donc, en fait, il faut savoir s'attendre à tout. Et il n'y a pas des cas qu'on peut nommer sur une liste, en fait. C'est pas aussi simple que ça, la réalité. Donc, les exemples que je vais prendre pour vous montrer ce que c'est qu'une plante à risque, c'est la même plante, mais deux échantillons différents, par exemple. Des feuilles de ginkgo. Pas mal qui connaissent les feuilles de ginkgo. C'est hyper caractéristique visuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? On peut se dire, dans tous les produits de base de plantes, les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est que ça soit une autre plante, avec une composition différente, donc une activité différente, des fois une plante qui n'a rien à voir, qui peut présenter une toxicité, des fois c'est des substances ajoutées qui présentent une toxicité. Bon, voilà, c'est un peu le genre de problème qu'on peut rencontrer. Dans le cas d'une plante comme ça, si on achète de la plante entière, donc des feuilles de ginkgo entières, en fait, avec un simple contrôle visuel, on peut bien entendu dire qu'il s'agit de ginkgo, il ne s'agit pas d'une autre plante. Il n'y a pas de confusion possible avec le ginkgo. En plus, on ne peut pas ajouter des substances sur des plantes comme ça entières. Donc voilà, les dilutions, etc., c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Donc là, dans ce cas-là, un contrôle visuel peut permettre de voir beaucoup de choses. Donc en fait, tous les éléments qui peuvent être problématiques peuvent être identifiés de suite. Donc en fait, là, ici, on est sur un risque qui est ultra faible. Par contre, prenons la même chose, un extrait sec de ginkgo, cette fois-ci, en fait, c'est très différent parce que le ginkgo sur le marché, il est couramment falsifié par du sophora japonica qui contient des composés qu'on retrouve dans le ginkgo en grosse quantité. On verra ça plus tard. Mais voilà, il n'y a pas forcément une toxicité qui est connue. Par contre, c'est une composition différente, donc une activité différente. En plus, il y a des substances, effectivement, qui peuvent être ajoutées pour booster soit l'efficacité ou tout simplement pour tromper les contrôles. Et en général, c'est plutôt pour ça. Donc, dans ce cas-là, en fait, on est sur un extrait ici, sur un échantillon qui présente bien plus de risques que celui d'avant. Donc voilà, il faut le voir un petit peu comme ça, quels sont les risques de ce qu'on peut rencontrer sur le marché. Voilà, donc maintenant, comment estimer si une plante est à risque? Alors là, c'est vraiment sur le papier, théoriquement, je vais parler de ça, et c'est ce qui va du coup introduire la prochaine partie. Il y a des sites, notamment la RASFF, on va sur Internet, etc. On va taper sur ce site-là. Globalement, on tape le nom d'une plante ici, comme j'ai mis ginkgo en bas à droite, en point 1, et en fait, ça nous montre toutes les alertes qui ont été recensées par les autorités, tous les rappels de produits, etc. Et quand on regarde ça, en fait, en général, on voit uniquement les analyses un petit peu plus connues comme les pesticides, les HAP, vraiment des métaux lourds, etc. En fait, il n'y a que des notifications sur ce genre de problèmes d'intégrité. Donc, sur Internet, on ne retrouve jamais de problèmes qui sont vraiment liés à la plante, aux falsifications de plantes. Ces données n'existent pas. Il n'est pas possible de trouver ça. Donc, même les ouvrages qui existent, qui parlent de ça, ne sont pas pertinents, parce que c'est des ouvrages qui étaient peut-être OK à une période donnée, mais il faut se dire qu'une plante, demain, il peut y avoir une pénurie sur une plante, et du coup, il va y avoir un nouveau circuit d'approvisionnement, donc de nouvelles falsifications, et en fait, ça change tout le temps. Donc, du coup, on ne peut pas se baser sur des livres, ni sur des alertes de ce type-là. Il faut
il faut pouvoir s'attendre à tout, en fait. Et c'est ça la difficulté. Sachant que, voilà, il y a plein de problèmes, en tout cas sur le marché, plein de choses qui rendent le marché complexe, hein, comme la concurrence, j'ai vu tout à l'heure, des sourcings de plantes qui sont compliqués, des espèces qui s'hybrident facilement, des compositions qui changent en fonction des extraits. Sur la littérature, on n'a pas forcément toutes les informations non plus. Donc voilà, c'est pas simple. Les plantes, c'est des analyses qui sont vraiment pas simples. Et c'est pour ça que du coup, clairement, nous, en analysant des milliers et des milliers de plantes par an, et puis depuis 2011, là où j'ai commencé à monter la société, euh, du coup, on a beaucoup d'informations. Mais ces informations, elles changent au fur et à mesure. Et on est obligé, du coup, nous, c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur ça. On aide beaucoup les acteurs du marché à dire qu'est-ce qui est à risque, là où il y a vraiment des problèmes. Et ça, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure. Ça, c'est vraiment l'état du marché aujourd'hui sur les extraits secs. Là, pour les poudres de plantes, où je ne parle pas des plantes qu'on va acheter en herboristerie, là, ce sont les extraits secs. Donc, les produits du marché, les produits finis qui contiennent des plantes, souvent, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a environ un tiers des plantes qui sont bonnes, en tout cas, dont la composition, la qualité est au moins attendue. Bon, sachant qu'on est assez sympa dans nos chiffres, hein, parce que comme c'est pas ou noir ou blanc, voilà, il faut se dire qu'on est assez sympa dans les chiffres. Ensuite, tout ce qui est vert un peu plus clair et vert très clair, ça ce sont des produits qui sont dilués. Le vert très clair, c'est quasiment uniquement du support, il n'y a quasiment plus de plantes. La partie rouge et la partie rouge foncée, là, c'est des cas qui sont plus problématiques, dans le sens où la partie rouge, c'est des autres espèces donc, qui vont poser d'autres activités. Et la partie rouge foncée, c'est des plantes qui ont une toxicité avérée. Que ce soit une plante qui est toxique, qui est présente dedans en quantité importante, même des fois, c'est des substances pharmaceutiques qui sont rajoutées. Donc, honnêtement, par rapport au marché aujourd'hui, c'est quand même difficile de se dire qu'il y a un échantillon sur trois qui a réellement sa place sur le marché. Donc voilà, c'est ça le contexte en fait qu'il faut avoir en tête. Donc pour ça que les analyses, c'est primordial si on veut éviter ça et si on veut faire tendre le marché vers le haut. Voilà, donc faire des bonnes analyses, des analyses adaptées sur les plantes, c'est hyper important et du coup le but c'est de pouvoir anticiper. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter qu'est-ce qu'une analyse adaptée, qu'est-ce qu'on peut rencontrer, des cas de figure aussi versus justement des méthodes type référence, pharmacopée, parce que du coup vous allez comprendre en fait même facilement en fait, hein, ce qui se passe et comment pallier à tout ça. Alors, les identifications végétales sur le marché, c'est vrai qu'on pense souvent à ça. C'est les méthodes pharmacopées demandent de faire des CCM. Donc, des CCM ou des HPTLC. Voilà. Donc, c'est généralement ce qui se passe. Et c'est uniquement ce qui se fait sur le marché quand quelque chose se fait, parce que les analyses ne sont pas toujours faites non plus. Voilà. Un produit qui est mis sur le marché, ça ne veut pas dire que les analyses ont été faites, ça, il faut le savoir. Normalement, c'est le cas, hein, mais c'est clairement pas le cas. Des fois, on achète de la matière en Chine et le fournisseur fournit un bulletin d'analyse avec une méthode, par exemple CCM. Ben, on se dit, bon, il l'a fait, donc je lui fais confiance. Voilà. Et jusqu'au bout, ça se termine comme ça. C'est souvent le cas, effectivement. Il ne faut pas imaginer quelqu'un qui va acheter dans 10 fournisseurs différents, il fait l'analyse des 10 fournisseurs, il se dit, OK, quel est le meilleur produit? Voilà, ça c'est assez rare que ça se produise. Mais voilà, il y a des acteurs qui sont très à cheval sur la qualité, qui vont le faire quand même. Voilà, donc, il y a une grosse disparité entre les acteurs et le sérieux des acteurs sur le marché. Donc voilà, le problème de ces méthodes, en tout cas de référence, c'est qu'elles se basent sur la présence d'un marqueur ou de deux marqueurs, enfin vraiment de quelques petits marqueurs. Et c'est eux qui vont permettre de statuer sur la conformité ou non. Voilà, maintenant, une identification végétale, c'est ça que je vais vous expliquer. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être se dire, OK, on a la présence de ce marqueur, donc c'est bien la bonne plante. C'est un raccourci qui est énorme. Normalement, pour faire une bonne identification végétale, donc vérifier que c'est bien la bonne espèce, il faut vérifier effectivement qu'il y a bien la bonne présence de la bonne espèce et de la bonne partie de plante. Bien entendu, il faut vérifier qu'il n'y a pas de confusion. Donc, de confusion, c'est quelque chose qui est involontaire. Donc, j'en sais rien, deux fûts qui ont été mélangés, il y a une plante qui n'a rien à voir qui est mise dedans. Ça, il faut le vérifier. Ou de falsification, quelqu'un qui volontairement a mis notre plante pour passer les contrôles, etc. Donc, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contamination aussi par une plante qui n'a rien à voir pendant la récolte ou, comme je le disais, pendant les échanges de fûts, ce genre de choses. Donc, vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement par une substance exogène, ça c'est hyper important, parce qu'une substance exogène, c'est une substance qui n'est pas censée être présente initialement. Donc,
là, souvent, une substance exogène, c'est des substances pharmaceutiques qui sont rajoutées pour booster une activité. Donc, souvent, il y a une grosse toxicité derrière. Ensuite, l'enrichissement par une substance endogène, donc c'est une substance qui est déjà présente dans la plante, mais là, c'est boosté pour pouvoir justement diluer la plante, et là, c'est plus pour gagner financièrement quelque chose. Voilà, en plus, vérifier que la qualité du produit, qu'il n'y a pas une dilution, en tout cas, parce que les produits sont vraiment beaucoup dilués. Et enfin, vérifier la présence de marqueurs d'intérêt. C'est globalement, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci sur un produit à base de plantes, il faudrait vérifier tout ça en une seule fois. Ce pas des choses qui sont impossibles, hein, clairement, mais c'est à faire. Et pour vraiment bien comprendre, je vais vous présenter une méthode pharmacopée versus une méthode plus exhaustive. Bon, clairement, hein, c'est ce que nous, on fait en interne. Et voilà, on va comparer les deux, vous allez voir, ça c'est parlant. Ici, c'est l'Echinacea purpurea, donc selon la méthode pharmacopée européenne. Donc voilà, les préconisations, c'est exactement ça. Ce qui est montré dans la monographie, c'est ce que vous voyez là, c'est ce tableau qui dit que voilà, il faut mettre l'acide caféique et l'acide chlorogénique, ce sont les témoins, et il faut vérifier ça avec des profils de plantes, donc avec les échantillons d'Echinacea purpurea qu'on peut rencontrer. Donc là, dans ce cas de figure, ici, il y a 5 échantillons qui ont été mis, en plus d'un échantillon authentifié d'Echinacea purpurea. Donc cet échantillon, là j'en suis sûr, c'est bien cette espèce-là, etc. Donc là on voit les deux témoins, acide caféique et acide chlorogénique, dit qu'il doit y avoir une bande bleue un peu en dessous de l'acide caféique, et au niveau de l'acide chlorogénique, bon, il y a une bande bleue. Voilà. Après, on parle aussi de bandes fluorescentes jaune-orangé encore en dessous. Bon, là on ne le voit pas. Déjà c'est compliqué parce que ça veut dire que déjà par rapport aux préconisations, alors qu'on on est en présence du bon matériel végétal et sans aucune ambiguïté, déjà on se dit, tiens, il n'y a pas la bande jaune, est-ce que c'est grave ou pas? La bande bleue au milieu, est-ce qu'elle est au bon endroit? Enfin, c'est pas simple, hein, l'interprétation, elle est déjà pas hyper claire. Donc, bon, voilà. En tout cas, clairement, je vous dis, c'est bien de l'Echinacea purpurea. Maintenant, j'ai mis 5 échantillons à côté. Ces 5 échantillons, du coup, est-ce qu'on peut vérifier, est-ce qu'on peut dire que c'est bien des échantillons d'Echinacea purpurea? Bon, voilà, par rapport aux marqueurs qui sont demandés, bon, on retrouve les mêmes choses. Bon, on ne trouve pas le marqueur jaune-orangé en dessous. Bon, de toute façon, on ne l'avait pas retrouvé dans la référence, donc est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Bon, voilà, c'est un peu le libre arbitre. Peut-être que le dernier échantillon, il y a une bande orange en plus qui n'est pas présentée, donc peut-être que celle-là, il y a un problème. Bon, difficile de dire d'être sûr sur les interprétations. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la méthode pharmacopée européenne et par rapport aux critères, clairement, les 5 peuvent être identifiés conformes selon la monographie. Parce que par rapport aux critères, c'est clair qu'il n'y a rien qui nous dit que ça ne peut pas l'être. Alors qu'en réalité, ce sont 5 plantes qui n'ont mais strictement rien à voir. Donc de la bardane, de l'arnica, de l'orthosiphon, du maté et de l'artichaut. Pour la petite anecdote, je suis allé dans notre herbarium, c'est une pièce qu'on a chez nous avec à peu près 2000 plantes sèches de référence, et je suis allé prendre 5 plantes au pif pour me dire, OK, ça c'est des plantes qui contiennent des polyphénols, j'en ai pris 5, et je me suis dit, on va passer ça sur la plaque de la monographie pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, le constat il est plutôt sympa, dans le sens où j'ai des plantes qui n'ont rien à voir, je peux quand même les identifier comme étant la bonne plante selon la monographie. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et c'est là que si on faisait des choses en étant plus pragmatique et plus critique, en regardant un petit peu la définition de faire une bonne authentification dont je parlais avant, en fait, voilà, clairement, cette méthode-là, elle permet de voir effectivement certains marqueurs, elle permet plus ou moins de voir une dilution, parce qu'en fonction de l'intensité des marqueurs, on peut voir quand même s'il y a une dilution ou non. Mais après, par contre, des autres vérifications, clairement, non, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que si on arrive à respecter tous ces critères, on pourra faire une bonne authentification. Donc voilà, en fait, si on regarde bien la méthode de la monographie, en tout cas, c'est un peu comme si on voulait identifier un individu juste à sa couleur de cheveux. Donc si quelqu'un a des cheveux roses, on va se dire, bon, c'est peut-être un peu plus caractéristique, mais même dans ce cas-là, on pourrait confondre avec une autre personne qui a des cheveux roses, en fait. Donc dans certains cas, si je vous dis, là, le meurtrier, c'est un brun, vous allez quoi, prendre le premier brun qui passe et puis le mettre en prison? Comment ça se passe? Voilà, c'est un petit peu ça, et c'est aussi gros que ça, clairement. Parce que là, les marqueurs qui ont été pris par la pharmacopée européenne sont l'acide caféique et l'acide chlorogénique. Ce sont des marqueurs qu'on retrouve dans environ 70% du renne végétal. Donc, ce ne sont pas du tout des marqueurs qui sont spécifiques. Voilà, sachant que le principe de la CCM, HPLC, c'est bien pour des analyses, ce n'est pas des analyses qui sont mauvaises, mais pour l'identification de plantes, ces analyses ne permettent que de se focaliser que sur une petite partie de la composition chimique. Donc, on ne verra qu'une petite partie. Donc forcément, si on ne voit pas tout, on peut passer à côté de choses. Et ça, c'est la partie qui est ultra importante.
Voilà, donc c'est compliqué parce que comme vous pouvez voir, il peut y avoir des confusions, il peut y avoir d'autres plantes, on ne le verra pas forcément. Et ça, c'est le problème, c'est que dans certains cas, on le verra, mais dans d'autres cas, on ne le verra pas. Du coup, il y a un doute important qui subsiste, et un doute hyper important, parce que pour des plantes super différentes, ici, on ne voyait pas la différence. Ensuite, ça veut dire qu'il est clairement hyper facile de falsifier un produit, parce que si on utilise des marqueurs pour un contrôle, pour statuer sur un contrôle, si on se débrouille pour que ces marqueurs y soient, il peut y avoir plein de choses à côté, et des choses qui ne sont pas du tout de la même famille, on ne le verra pas en fait. Donc du coup, c'est très facile de falsifier un produit. Et ensuite, comme je vous l'ai dit aussi, l'interprétation, elle est quand même assez complexe. Entre deux opérateurs de différents laboratoires, s'il faut, il y en a un qui se sera dit, sur les 5 profils, celui de droite avec le marqueur orange, c'est pas normal, il y en a peut-être un qui va le mettre non conforme, et il y en a un qui va le mettre conforme. Donc en fait, des résultats entre différents laboratoires pourront se contredire. Ça, c'est pas normal non plus. Donc même, on ne peut pas non plus se fier à un contrôle. Donc voilà, se fier à une seule partie de l'échantillon, c'est très mauvais délire, clairement. Donc c'est vraiment c'est le plus gros problème de tous les contrôles du marché, en fait, clairement. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je conseille des fois à mes clients de dire, faites pas d'analyse du tout, en fait. Au moins, vous savez que vous êtes exposé à un risque, parce que mais si vous faites une analyse qui n'est pas adaptée, du coup, vous allez justement vous exposer au maximum. Et justement, quand on fait une analyse de risque, etc., le risque le plus important, c'est ça, justement. C'est de croire que l'on est protégé. Du coup, on s'expose vraiment au maximum. Imaginez, il y a une explosion nucléaire, vous êtes chez vous, imaginez que chez vous, ça vous protège de toutes les radiations. Et il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai une tenue de fou, vous la mettez, vous êtes protégé. Du coup, vous la mettez, vous allez dehors, vous êtes trop content. Et si en fait, on vous dit au final, ah, non, en fait, finalement, elle ne vous protège pas. Et c'est celui qui est allé dehors qui s'expose le plus, en fait. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut le voir. C'est mieux de rien faire dans certains cas, comme je dis. Voilà, donc en fait, c'est le problème du marché. Aujourd'hui, s'il y a tout ça, c'est parce que les contrôles ne sont pas bons. Et les contrôles même des autorités les autorités font des contrôles un peu similaires, même s'ils revoient leur fusil d'épaule aujourd'hui, ils le changent, etc. Voilà, il y a beaucoup de contrôles qui sont non adaptés aujourd'hui, c'est à cause de ça que le marché est comme il est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous, on se bat et on est vraiment des défenseurs pour le consommateur, en fait, pour qu'un jour, il ait des produits vraiment hyper safe et efficaces. Donc voilà, là je vous présente une méthode exhaustive. Bon, c'est très simple, hein. On verra plus en détail tout à l'heure. Et encore que si vous avez des questions, vous m'en parlerez, je vous répondrai. Mais le but, c'est d'avoir une analyse qui permet de regarder tous les composés, ou en tout cas la majeure partie en une seule fois. Parce que du coup, en regardant tous les composés, ce qui est facile ici, là, on voit qu'entre l'échantillon client, donc, qui est l'échantillon, le profil rouge, et l'échantillon de référence de feuilles de vigne rouge, le profil vert derrière, il y a des différences. Les différences sont les composés là qui viennent d'être surlignés, les composés non attendus. En fait, c'est ça, c'est que très rapidement, on voit quels sont les composés qui sont attendus et ceux qui sont non attendus. Quand on voit des composés non attendus, on peut aller voir structurellement de quoi il s'agit. Quels sont ces composés? Est-ce que ce sont des familles que la plante a fabriquées ou non? D'où ça peut venir? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Et c'est là qu'en fait, toute l'investigation se crée autour de ce qui est attendu et ce qui est non attendu. Et là, dans ce cas précis, il suffisait de 2 secondes pour dire, OK, là, il y a des composés non attendus. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un risque? Etc. etc. Et en fait, c'est ça qui est hyper puissant. Globalement, on va prendre l'exemple du cyclisme, les dopages, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les fraudeurs, ils utilisent des substances qui ne sont pas sur la liste. Comme ce n'est pas sur la liste, ils ne seront pas vus jusqu'au jour où cette substance sera ajoutée à la liste et du coup, ils devront changer de mode de fraude. Quelle est la solution à ça? C'est de ne pas avoir de liste, c'est de tout regarder. C'est tout simplement ça. Donc en fait, notre méthode, c'est ça. Alors on va rester très simple. Et dans ce nouveau cas, voilà ce que la méthode nous, que l'on a en place. Il pourrait y en avoir d'autres qui sont bien, etc. Mais en tout cas, la nôtre, voilà, elle permet de faire tout ça. Et là, il y a un point qui est un peu compliqué parce qu'une substance qui n'a rien à voir qui est ajoutée, c'est pas toujours simple parce que, imaginons quelqu'un rajoute une substance toxique qui est une protéine. La protéine, on ne la verra pas, par exemple. Donc voilà, il peut y avoir des cas de figure où on ne peut pas tout voir non plus. La méthode, elle est exhaustive, mais elle est exhaustive au maximum. Elle ne peut pas être exhaustive à 100%. Donc, il y a quand même des petites failles, mais elles sont vraiment minimes. Elles sont vraiment, vraiment minimes. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment cette façon de faire.
Donc, je vais vous présenter quelques cas de figure un peu plus, enfin, nous que l'on rencontre très souvent en fait, et vous allez voir un petit peu comme quoi des fois c'est même ridicule en fait. C'est vraiment tout simplement ridicule. On peut se dire, bah voilà, la méthode que vous développez, elle est super bien. Oui, elle est bien, hein, je vais pas le cacher, hein, on fait des choses bien, hein, pas de problème. Mais c'est pas non plus insurmontable. Hein, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, ce qu'on fait. C'est juste que ce qui existe et ce qui est fait n'est vraiment pas bien. C'est surtout ça en fait. Donc voilà, prenons le cas du sol blanc. Le sol blanc, la pharmacopée dit, bah voilà, il faut qu'il y ait des petites bandes violet, rouge, etc. Notamment, en tout cas, la solution de témoin qu'il faut mettre, c'est ici de la salicine et de l'acide chlorogénique. L'acide chlorogénique, c'est la même molécule que tout à l'heure. C'est une molécule qu'on retrouve de partout. La salicine, non, par contre, c'est un peu plus spécifique. Donc, on peut se dire c'est mieux. Là, la salicine, c'est ici le petit spot un petit peu violet-rouge qu'on voit au centre de la plaque CCM. Le truc, c'est que dans la solution à examiner, donc la bande qu'on retrouve sur la gauche, il n'est pas présent. Donc, quelle est la conclusion? Absence de salicine ici. Ce n'est pas du sol blanc. Voilà. Donc, selon la monographie, ce n'est pas du sol blanc. Le lot est à jeter. En réalité, là, nous, on a mis un profil, en tout cas de sol blanc, qu'on a mis à comparaison. Effectivement, quelle est la petite différence ici? C'est que sur l'échantillon client, il y avait très peu de salicine. Oui, on en détecte, parce qu'effectivement, là, c'est du PLC avec un DAD, il y a de l'ELSD et il y a de la masse derrière. Entre l'UV, on avait réussi à le voir. Avec la masse, on a encore la confirmation. Donc oui, il y a bien de la salicine. C'est faible, c'est vrai. Est-ce que parce qu'un échantillon, on retrouve très peu de salicine, on va pouvoir dire que ce n'est plus du sol blanc? Non, c'est hyper réducteur. Les plantes, c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas se baser sur juste des détails de ce type-là, en fait. Donc, surtout que tous les autres composés sont présents dans les bonnes proportions, à des bonnes quantités, etc. Donc, en plus, il n'y a même pas de dilution ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment juste que eh ben, cet échantillon qui a été récolté, peut-être qu'à la période de récolte, la salicine, elle n'avait pas été bien produite ou autre, peut-être. Voilà. Les plantes, c'est compliqué. On ne peut pas se baser sur des éléments aussi réducteurs que ça. Prenons un autre cas, du Witania somnifera, de l'ashwagandha. Là, ici, on prend deux standards, le bêta-cystostérol. Bon, là, on retrouve très souvent le bêta-cystostérol dans beaucoup de plantes. Par contre, le witanolide A, ici, qu'on voit, qui est une substance qui est quand même assez caractéristique. Donc là, on voit que l'échantillon, il est bien présent dans l'échantillon analysé. Le bêta-cystostérol aussi, bon, ok. Là, on se dit, bon, bah voilà, apparemment, on se sent bon pour l'instant. L'échantillon, bah, il est conforme à l'espèce Witania somnifera. En réalité, qu'est-ce qui se passe? On regarde tout. Et là, on voit un petit composé supplémentaire, le sildenafil. Il y a peut-être d'entre vous qui connaissent ce qu'est le sildenafil. Donc déjà, le ashwagandha, c'est un petit peu pour booster un petit peu tonique, etc. Et des fois, bon, c'est utilisé aussi bon, comme d'autres plantes, pour des fois dysfonctionnement érectile ou ce genre de choses, enfin, pour booster la libido, etc., etc. Le sildenafil, c'est le principe actif du Viagra. Oui, ça va marcher. Ça, je vous assure, du coup, là, le Witania somnifera va vraiment bien marcher. Il va bien marcher, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est un vasodilatateur assez puissant, le sildenafil. Donc là, ici, c'est une substance exogène. C'est du coup, on peut se dire, le petit vieux, il se dit, bon, j'ai pris un petit cachet, ça marche bien. Ça marche très très bien. Je vais peut-être en prendre un deuxième, un troisième, etc. Au bout d'un moment, en fait, un vasodilatateur de ce type-là, c'est hyper important. Si on ne respecte pas les posologies, ça en devient grave, toxique, voire ça peut être mortel. C'est comme si on voulait faire passer les chutes du Niagara dans une petite canalisation de salle de bain. En fait, au bout d'un moment, ça explose, c'est ce qui se passe, hein, infarctus, etc. Et il y a de nombreux cas qui sont arrivés par des mauvaises posologies de Viagra, etc. Et parce que des fois, ben, on retrouve ces principes actifs dans des plantes. Donc voilà, ce problème, c'est un problème qui est grave et qui peut mener à des décès sans aucun problème. Donc clairement, c'est une manque. Un autre cas de figure, de l'Echinacea, cette fois-ci Echinacea angustifolia. Là, c'est quelqu'un qui a fait l'analyse et il a bien fait l'analyse dans le sens où il a mis plein de références de différentes échinacées avec des parties différentes. Enfin, là, l'analyse paraît vraiment bien. Pourtant, là, il faut surtout regarder la bande 2 et la bande 3. Donc, la bande 2, c'est l'échantillon à authentifier. Et la bande 4, c'est l'échantillon de référence de l'Echinacea angustifolia racine. Donc, c'est vraiment la plante qu'il est censé qu'il est censé authentifier. Et là, il se dit, bah, OK, c'est bon, c'est nickel, donc conforme. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, il dit, voilà, il y a présence d'échinacoside, donc c'est conforme. Mais en réalité, ouais, l'échinacoside, il est bien présent, hein, c'est le gros spot bleu qu'on voit en bas. Mais après, tous les spots, ben, le spot bleu du dessus, il n'est pas présent à droite, le spot de droite, il n'est pas présent à gauche, etc., etc., pour toute la suite de toute la composition.
Ça veut dire qu'en fait, sur une composition totale, il n'y a qu'une seule molécule en commun. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là, il faut rester pragmatique. OK, on a la présence d'équinacosides en marqueur majoritaire. Par contre, il y a l'absence des autres marqueurs minoritaires attendus et il y a la présence de marqueurs minoritaires non attendus. Qu'est-ce que ça peut dire dans vos têtes? Ben, est-ce que l'équinacoside est spécifique à l'espèce? On peut le retrouver dans d'autres plantes, on peut le retrouver dans d'autres espèces, c'est clair. Ce n'est pas la molécule qu'on retrouve partout, mais on peut le retrouver dans d'autres espèces, c'est clair. Maintenant, quelle est la probabilité qu'une autre plante qui contienne majoritairement de l'équinacoside puisse contenir aussi d'autres dérivés d'acide hydroxycinamique? Parce que l'équinacoside, c'est un dérivé acide hydroxycinamique. En fait, la plante, quand elle fabrique un dérivé, elle n'en fabrique pas qu'un seul. Elle en fabrique vraiment pas mal d'autres. Donc, la probabilité qu'il y ait d'autres molécules de cette famille, elle est proche de 100%. Donc, s'il y avait des spots, comme on voyait tout à l'heure, bleus, etc., qui correspondent très probablement des molécules de la même famille, bah, c'est parce que clairement, hein, quand une molécule fabrique une substance d'une famille, elle en fabrique pas mal d'autres de substances de la même famille. Donc, en me basant sur ce constat, quelle est la probabilité qu'on soit présent notre espèce végétale? Bah, quasiment de 100%, c'est clair. Donc voilà, vraiment, c'est comme ça. Donc les contrôles trop réducteurs, voilà ce que ça donne. Et avec la méthode plus exhaustive, effectivement, ben, on voit que la référence derrière, elle dit qu'il faut que ça contienne de la sclérogénique, de la cynarine, de l'équinacoside et puis plein d'autres petits trucs. Ben, c'est vrai qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas les marqueurs attendus et il y a beaucoup d'autres marqueurs qui sont non attendus. Ben, c'est problématique. Voilà. Ça veut dire qu'au final, ben, on ne va pas avoir la même activité. Peut-être que ça va être anodin, peut-être que non, mais en tout cas, il n'y aura pas la même activité pour ce qui est revendiqué. Donc, au final, bah, le complément alimentaire ne sera même pas efficace. Donc, c'est un problème sur le marché, c'est toujours un problème. Voilà. Prenons un quatrième exemple de la rhubarbe. La rhubarbe officinalis qu'on retrouve dans pas mal de compléments alimentaires. Voilà, bah là, on a quand même pas mal de points communs avec la référence botanique mise à comparaison. Donc, si on avait fait une analyse CCM, bah, c'est vrai qu'il y aurait eu vraiment plein de similitudes. Ce serait passé sans problème, du point dessus. Là, on voit qu'il y a quelques composés supplémentaires qui sont détectés, avec une base de données derrière, etc. Mais en fait, ce sont des composés qui ne font pas partie du métabolisme de l'espèce, elle ne peut pas les fabriquer. Donc, il y a une autre espèce clairement différente qui est en mélange. Donc, voilà, c'est une espèce là pour le coup, c'est une confusion qui est connue, enfin une confusion, une falsification, ça peut être défendre, mais là pour le coup, c'est vraiment une confusion, c'est quelque chose qui est non volontaire, parce que du coup, c'est une espèce qui présente des toxicités, et là, clairement, c'est l'espèce Rheum raponticum, qui est une autre espèce du même genre. Donc, c'est pour ça que le profil était aussi similaire, parce que du coup, comme c'est une espèce du même genre, il y a beaucoup de similitudes. Mais cette autre espèce fabrique d'autres molécules que la première espèce ne peut pas fabriquer. Donc, c'est ça qui est hyper important. Pouvoir tout regarder et tout anticiper, c'est la clé. Et là, on prend le dernier cas de figure. Donc, cas de vigne rouge, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. C'est là où j'ai présenté rapidement la méthode exhaustive. Voilà. Là, il faut se dire que la spécification sur le bulletin fournisseur, elle est de 10% en polyphénol par spectre UV. Donc, spectre UV, je rappelle, hein, il n'y a pas de séparation. On regarde un mélange et on voit tous les polyphénols qu'il y a dedans. Donc, clairement, c'est une analyse qui n'est pas du tout précise, qui n'est pas pertinente, qui va avoir tendance à surestimer. Ce qui veut dire qu'on peut mettre plein d'autres plantes à polyphénol. Ça va donner, on peut arriver à ces 10% juste comme ça, en fait. Voilà, la plaque CCM, elle est à côté. Bon, ben, les profils ont l'air de ressembler, bon, même si la plaque elle est moche, hein, clairement. Mais en tout cas, les profils ont l'air d'un petit peu ressembler. Donc, que va dire le néophyte? Que va dire la personne qui est justement qui a plus savoir-faire? Ben, clairement, hein, selon la monographie, la conformité va être donnée, hein. En réalité, une fois de plus, hein, pour faire de surprise, ben, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. Là, réellement, de façon, voilà, les composés entendus sont là. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bah, c'est que les composés en plus ici sont bien des polyphénols. On va le voir juste après. Pourtant, ils sont présents en grosse quantité. Mais ces polyphénols, on les voit un petit peu en haut de la plaque. C'est moche, hein, c'est pas séparé, etc. C'est pas bien. Mais au final, ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience va peut-être se dire, ah, il y a un truc bizarre. Mais la majorité des gens ne vont pas voir ça comme quelque chose de bizarre. Et clairement, ça, c'est des analyses qu'ils ont faites, qui ont été sorties par des laboratoires qui sont très connus en France quand même. Donc, c'est des gens qui ont quand même un gros savoir-faire. Pourtant, c'est passé sans aucun problème. Voilà, nous, très rapidement, bah, c'est en quelques secondes, voilà, en fait, on a une vue un peu du profil, bah, les noms des composés majoritaires, etc. Bah, là, en quelques secondes, en fait, on voit que c'est un extrait de thé qui a été rajouté. Du coup, on sait que c'est volontaire. Pourquoi? Parce que ne peut pas faire de confusion entre de la vigne rouge et du thé, normalement.
sachant que dans le thé, il y a beaucoup de polyphénol. Du coup, une petite quantité de thé va falsifier une grosse quantité de feuilles de vigne rouge. Et vu que l'analyse elle est faite uniquement par du spectro UV, en fait, elle ne va pas doser les polyphénols majoritaires de la vigne rouge, non, elle va doser les polyphénols au sens large. Donc, on peut rajouter ce qu'on veut et les taux vont être augmentés. Donc, voilà, il y a des mauvaises analyses. L'analyse par spectro UV, c'est une mauvaise analyse qui permet du coup, de mettre ce qu'on veut dans les échantillons. Voilà. On peut se dire, bon, c'est pas grave, il y a du thé vert. Mais en fait, il faut s'adapter à chaque cas. La vigne rouge, c'est un complément alimentaire qui est utilisé pour les jambes lourdes, la circulation. En général, c'est aussi utilisé pour les personnes âgées, les femmes enceintes, etc. Et du coup, c'est un complément alimentaire qui est pris en fait sous forme de prise, donc de cure, donc sur un mois, etc. Et si on fait ça sous forme de cure, c'est-à-dire qu'on va prendre, dans ce cas-là, la vigne rouge sous forme de cure. La vigne rouge, en extrait sec, contient beaucoup d'épigallocatechingalate, donc le GCG. Et en fait, c'est une substance qui est notée comme hépatotoxique à partir de certaines teneurs dans les compléments alimentaires du marché. En fait, là, dans ce cas précis, avec la posologie de la vigne rouge et en cure, etc., on est très, très largement au-dessus des seuils de hépatotoxicité dans ce cas de figure-là. Donc, clairement, autant le thé vert, on peut dire que c'est rien, et là, dans ce cas de figure particulier, si, justement. Donc, en fait, il faut faire attention. Et voilà, c'est malheureusement comme ça. Donc, les falsifications peuvent avoir des répercussions quand même des fois assez problématiques. Donc voilà, maintenant une dernière petite partie pour parler vraiment des marqueurs choisis. Parce que nous, par exemple, dans notre méthodologie, on se base sur tous les marqueurs. Mais c'est important de savoir, de pouvoir estimer le poids des marqueurs que l'on va avoir en face de soi. Tout à l'heure, je disais l'acide chlorogénique et l'acide caféique sont des marqueurs qu'on trouve dans toutes les plantes, donc dans 70% du règne végétal. Ce qui veut dire que du coup, ils ne sont pas spécifiques, donc ce sont des marqueurs qui ne vont pas être hyper pertinents. Si on dit j'ai de l'acide chlorogénique, donc c'est la bonne plante, maintenant vous allez vous dire non, il a raison, c'est pas terrible de se dire ça, c'est un gros raccourci. Du coup, c'est important de connaître la spécificité des marqueurs choisis. Donc là, voilà, je vais vous montrer un petit peu au travers d'un exemple. Euh, et il faut avoir en tête, malheureusement, la biosynthèse des métabolites secondaires. Je dis malheureusement parce que c'est un peu compliqué. Donc, mais bon, il y a des petites astuces. Alors, je vais prendre les lamiacées. Les lamiacées, tout le monde connaît un peu cette famille de plantes. Hein. C'est beaucoup les plantes aromatiques, notamment ici le basilic, hein, la mélisse, les menthes, etc. etc. Dans les lamiacées, on va avoir des productions de métabolites secondaires qui vont être particulières par rapport à d'autres familles. Et notamment ici, hein, on a certains dérivés, comme là les côtés phénylactique acide dérivés, qui sont des petites synthèses particulières qu'on trouve majoritairement dans le lamiacée. Voilà, on sait que dans les lamiacées, l'acide rosmarinique, c'est une molécule qu'on trouve souvent, c'est souvent un des marqueurs qui est connu. Donc, voilà, on va prendre, là ici je vais un petit peu détailler, l'acide qui est du coup présent dans quasiment toutes les plantes. L'acide cinnamique, derrière, ça fait de l'acide fumarique, et c'est comme ça qu'après, l'acide chlorogénique est aussi synthétisé, l'acide caféique, etc. C'est des molécules qui sont synthétisées dans quasiment toutes les plantes parce qu'en fait, elles arrivent à partir d'une chaîne de biosynthèse qui est un chemin qui est ultra court et dont toutes les plantes ont les briques de base. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je disais l'acide caféique, l'acide chlorogénique, on le retrouve partout. C'est parce que quasiment toutes les plantes peuvent le synthétiser. Donc, les acides hydroxynamiques au sens large, c'est des molécules qu'on trouve c'est une famille qu'on trouve dans beaucoup de plantes. Quasiment toutes les parties aériennes de plantes, on va retrouver. L'acide rosmarinique, ça en est. C'est aussi un acide hydroxynamique. Mais c'est un acide hydroxynamique qui est fait à partir d'un acide hydroxynamique qui est très facilement synthétisable. Donc ici, l'acide coumaroïl, le COA par exemple, et à partir du dérivé phényllactique acide, qui lui est un petit peu plus spécifique. Donc en fait, la combinaison des deux fait que l'acide rosmarinique va être au final quand même un petit peu plus rare. Si on rencontre de l'acide rosmarinique, il va être bien plus important que si on rencontre juste de l'acide chlorogénique, comme on le dit tout à l'heure. Donc c'est ça qui est important, c'est cette notion de poids. Donc là, parce qu'effectivement, il y a il y a vraiment deux chemins qui se recoupent pour pouvoir la fabriquer. Maintenant, image de molécule, c'est un iridoïde assez particulier. Et l'iridoïde est fabriqué à partir de, de la classe des terpénoïdes, pardon, des monoterpènes, le géraniol, etc. On arrive sur
sur une synthèse qui est vraiment bien, bien plus spécifique. Et du coup, l'allobétonicoside, c'est une molécule qui est mais largement plus spécifique que l'acide rosmarinique. Et n'en parlons pas que l'acide chlorogénique. C'est-à-dire que si je retrouve de l'acide chlorogénique dans une plante, dans ici mon basilic, disons, il y en a qui vont dire je retrouve de l'acide chlorogénique, donc j'ai bien du basilic. Clairement, ça n'a aucun poids. Maintenant, si quelqu'un va dire je retrouve de l'acide chlorogénique et je retrouve de l'acide rosmarinique, bah, du coup, vous pourrez vous dire ok, effectivement, le poids est un petit peu plus important. Maintenant, l'acide rosmarinique, il y en a dans quasiment toutes les lacets. Maintenant, si je dis il y a de l'acide chlorogénique, il y a de l'acide rosmarinique et il y a de l'allobétinicoside, ben finalement, je vais me retrouver que sur une seule plante. Et voilà, qu'une seule espèce. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, bah, on met des molécules qui ont un poids bien plus important pour la meilleure conclusion et augmenter la pertinence de l'analyse. Donc voilà, plus le nombre de marqueurs spécifiques est grand pour l'identification, plus le niveau de confiance de l'analyse est élevé. Voilà, donc du coup, bah, pour la liste des pharmacopées européennes, bah, en fait, c'est un truc qui est un petit peu ridicule, mais globalement, ce sont les 4 marqueurs qui sont utilisés pour contrôler un très très grand nombre de plantes. Et à la fois la rutine, l'acide chlorogénique, l'acide caféique ou l'hydéroside, c'est des molécules qu'on va retrouver dans quasiment toutes les plantes. Donc voilà, ce sont des plantes qui sont très différentes. Pourtant, les marqueurs sont des trucs qu'on retrouve partout. Et là, pour rigoler, bah, sur la base de ces marqueurs, bah, ces 3 plantes seraient identiques, du tilleul, du bouillon blanc ou de la viola, bah, c'est des plantes qui n'ont rien à voir. Pourtant, voilà, sur la base des marqueurs, on pourrait, ben, voilà, il y a un problème quelque part, c'est clair. L'analyse manque de pertinence. Donc voilà, la pertinence, c'est faire une analyse adaptée, c'est considérer tout ça en fait. Et voilà, c'est pas tout simplement une analyse pharmacopée européenne. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous sensibiliser sur le fait de faire une analyse adaptée. S'il y en a qui veulent me poser des questions sur technique, etc., au sens large, n'hésitez pas. D'ailleurs, tout type de questions, hein, je suis preneur. Hein, voilà. En tout cas, merci pour votre temps. Merci beaucoup pour cette présentation, Loïc. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre soit dans le chat, soit prendre la parole. Et moi, je vais commencer par une petite question. C'est par rapport, donc effectivement, vous avez présenté un peu les limites du modèle actuel d'identification des extraits végétaux. Mais est-ce que du coup, vous travaillez avec les personnes qui mettent ces normes en place pour que ça change un petit peu? Alors, c'est une très très bonne question, hein. Malheureusement, alors c'est un peu méchant, mais il faut voir ça comme c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, hein, mais c'est une équipe de vieux qui sont en place depuis longtemps, qui n'ont pas envie de faire changer les choses. Et bon, après, je suis un bébé sur le marché, hein, ça fait depuis 11 ans que j'ai monté la société, mais ça reste nouveau, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour ça, c'est un travail énorme. Et ce sont des pharmaciens, donc la pharmacopée, c'est hyper important. Donc malheureusement, nous ne sommes pas des personnes qui sont bienvenues dans les groupes de travail de ce type-là. On travaille un petit peu avec les fraudes, par exemple. Donc les fraudes, quand elles ont des problèmes, elles ont vu qu'on avait vraiment beaucoup d'informations pour les aider. Donc des fois, elles viennent nous questionner pour avoir des informations, mais c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, les méthodes, des fois, mettent 10 ans à être mises à jour. Et la mise à jour au bout de 10 ans, c'est au lieu de faire une méthode CCM, c'est la même méthode, mais en HPTLC. Donc oui, c'est un petit peu mieux, mais bon, il n'y a pas vraiment d'évolution à proprement parler, en fait. Et bon, après, clairement aussi, je le comprends parce que on a une méthode qui est interne, donc si chacun a ses propres méthodes internes, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, nous, on développe un outil en interne pour faire une base de données assez sympa avec tous des croisements entre des milliers et des milliers de plantes, ce qui d'ailleurs est un petit peu le sujet de ma thèse que je fais en parallèle de mon boulot. Mais voilà, c'est pour faire un espèce d'outil qui va être validé, parce que le jour où ce sera un outil qui sera validé, peut-être qu'il sera un peu plus opposable justement sur des organismes, des autorités de ce type-là. Ok, merci pour cette réponse. Et après, des fois, j'imagine que vous retrouvez est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un cas où vous n'arrivez vraiment pas à savoir quelle molécule c'est? Parce que j'ai l'impression que vous faites plutôt de l'HPLC, de la masse, mais est-ce que vous faites aussi de la RMN, par exemple, ou du fractionnement par CPC? Non, effectivement, ça fait partie comme je parlais de tous les critères pour faire une bonne identification phytochimique, par exemple, cette technique, hein, par exemple, de fractionnement puis de RMN, ça ferait partie des critères, en tout cas, qui permettraient de faire une bonne authentification. Après, c'est vrai que
bah, les échantillons sur le marché, on ne peut pas s'amuser à faire ça pour tous les échantillons, parce que du coup, c'est très long, ça serait très coûteux. C'est-à-dire qu'une analyse comme ça par RMN, ça coûterait des milliers d'euros. En fait, enfin, les analyses de ce type-là, hein, clairement, sur le marché, une CCM, une HPTLC, c'est des analyses qui vont coûter, bah, ça peut des fois coûter 100 euros, comme on va dire 250 euros, c'est dans ces environs-là. Donc, pour ces prix-là, il y en a plein qui ne font pas d'analyse parce qu'ils se trouvent déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour le prix enfin, pour la taille de leur lot. Donc, c'est vrai que des analyses en routine de RMN, c'est des choses qui ne pourront aujourd'hui pas voir le jour, en fait. Donc, c'est compliqué d'aller plus loin. Il faut réussir à trouver des outils qui soient bah, suffisamment performants pour que ça soit pas cher et en même temps qui permettent de détecter beaucoup de composés. Donc aujourd'hui, nous, notre méthode, elle est encore basique, dans le sens où on travaille en DAD avec une super base de données en spectre UV, on a de l'LSD et on a effectivement de la simple masse. Maintenant, on a plusieurs expériences de masse dans le même run. Ça nous permet de faire un peu de la fragmentation du pauvre, comme je dis, hein. Ça nous permet de faire vraiment comme une petite fragmentation qui n'est pas négligeable et on arrive à avoir beaucoup de choses avec. C'est bien, mais voilà, demain, c'est pour ça que nous, on veut passer sur de l'HRMS en plus dans la ligne, parce que ça nous permettra justement d'agrémenter une base de données un peu plus automatiquement et de faire justement de la déréplication et pour justement avoir un meilleur niveau d'authentification de molécules, parce que clairement, aujourd'hui, on sait des fois qu'il y a un problème et des fois on n'arrive pas à se dire si c'est quelque chose de toxique ou pas parce que bah, c'est des molécules qu'on voit qui ne font peut-être pas partie des voies de biosynthèse de la plante. Donc on sait que c'est exogène, mais on ne sait pas si ça présente une toxicité, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc ça arrive hein, dans certains cas, c'est clair. Et du coup, vous n'êtes jamais retrouvé face au cas où vous ne saviez vraiment pas identifier une molécule? Oui, c'est clairement, c'est déjà arrivé. Ok. Et vous travaillez avec des académiques qui vous aident sur Alors, ces parties pour ça, identifier des molécules, par exemple? ça nous est déjà arrivé effectivement, mais c'est assez rare parce que comme je dis, ben, la question du coût, enfin, c'est le nerf de la guerre, hein, clairement. Et déjà faire une analyse classique comme nous on fait, parce que nous, on est dans les fameux prix d'identification, dans les mêmes prix du marché, alors que pourtant, on est dans les mêmes prix que quelqu'un qui va faire une CCM. Donc, clairement, il n'y a pas le même travail derrière, mais pourtant, ben, même ça, il y a peu d'acteurs qui veulent vraiment le faire. Euh, Moi, j'ai travaillé avec pas mal d'acteurs, hein, des sociétés que j'ai démarchées. Des fois, il y en a qui m'envoyaient, par exemple, 50 extraits de plantes pour faire une identification, enfin, pour faire des identifications pour un plan de contrôle. Et la résultat, c'était bah, sur les 50, il y en a 48 qui sont pas du tout la bonne plante. Il y en a deux, c'est des plantes, c'est de la bonne plante, mais c'est dilué. Bah, voilà, c'est le constat. Bah, là, du coup, bah, la personne me dit, bon, voilà, bah, mon patron, il m'a dit, bah, on repasse plus jamais par chez vous parce qu'on a soulevé le tapis et on pouvait pas savoir ce qu'il y avait en dessous. Il faut se dire qu'aujourd'hui, les contrôles ne se font pas bien et ceux qui se font de contrôles sont souvent pas adaptés. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vues. Ça en arrange certains. Donc, ça, c'est aussi la réalité. On est face à deux types d'acteurs aujourd'hui, hein. Il y en a qui ne sont pas soucieux de la qualité de leurs produits et il y en a qui le sont. Malheureusement, c'est ceux qui sont soucieux de la qualité de leurs produits qui trinquent pour les autres parce que leur produit ne sera pas différencié sur l'étalage par rapport à un produit qui va être de moins bonne qualité. Et c'est eux qui prennent tout. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous aussi, c'est pour eux qu'on se bat et qu'on fait en sorte de pouvoir différencier la qualité de ce qu'il y a sur le marché. Ok, moi merci. En tout cas, c'est très, très intéressant. Du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions dans l'assemblée. Moi, j'ai une question. Je me demandais du coup, si j'ai bien compris, pour vraiment identifier une espèce végétale, c'est vraiment la combinaison de marqueurs spécifiques et de la quantité, mais c'est surtout le nombre de marqueurs au final qui est important et il en faudrait combien par espèce, par exemple, pour vraiment s'assurer de euh, l'espèce qu'on a en face de nous. C'est une très bonne question. Alors du coup, bon, c'est vrai que c'est exactement ça, hein, c'est par rapport aux marqueurs. Alors du coup, nous, on a une solution, enfin, quelque chose qui nous aide beaucoup depuis le début, en fait, c'est qu'on a une échantillotech avec bah, un peu plus de 2000 plantes sèches de référence, des plantes qui ont clairement été authentifiées, hein, soit qu'on a fait venir de jardins botaniques, soit que nous avons cueilli nous-mêmes à la période de floraison avec les graines pour avoir le maximum d'informations pour être sûr que c'est la bonne plante. Et en fait, bah, quand on a une plante à analyser d'un client, en fait, nous, on passe le profil, enfin, on passe la plante de la même espèce à comparaison. Donc, du coup, on sait encore plus, enfin, on sait vraiment ce qui est attendu par rapport à ça. Maintenant, on sait qu'entre une plante qu'on va analyser de la bonne espèce et sa référence, il y aura forcément des différences. Donc, du coup, c'est une combinaison entre aller chercher les marqueurs qui sont spécifiques et avoir le plus de marqueurs possible pour pouvoir authentifier l'espèce, mais en même temps, bah, savoir que le fait de ne pas retrouver des molécules, c'est pas forcément dérangeant parce que des fois, la plante peut fabriquer
une molécule qui est connue de la littérature, mais des fois, la même espèce, dans un autre environnement géographique, ne va pas la fabriquer elle, mais une autre molécule qui est assez proche. Donc, en fait, c'est ça c'est aussi toute la complexité, c'est que la composition ne peut ne pas être exactement la même, pourtant, c'est quand même la bonne espèce, et il faut avoir le recul nécessaire pour ça, et il faut pouvoir différencier ce cas de figure d'une composition chimique qui est significativement différente, et du coup, qui serait issue d'une autre espèce. Et ça, c'est vraiment toute la difficulté, parce que des espèces très différentes, avec des compositions très différentes, c'est possible. Mais maintenant, si ce sont des espèces du même genre, il y aura forcément des points communs. Voilà, du coup, tout ça est compliqué. Donc, en termes de marqueurs, bah, c'est vraiment une combinaison entre regarder le profil général par rapport à ce qu'on s'attend et les marqueurs. Et après, c'est vraiment en fonction de la spécificité. Par exemple, tout à l'heure, le marqueur dont je parlais, l'iridoïde, bah, c'est vrai qu'il a, il a un poids énorme. Donc, c'est vrai que si lui, on le rencontre, bah, déjà sur des dizaines et des dizaines de milliers de plantes de la base, bah, ça va peut-être réduire le champ à 10 plantes juste avec ce marqueur. Après, effectivement, ça veut dire qu'on peut aussi suspecter qu'il y a une autre plante en mélange. Donc, ça ne s'arrêtera pas là, le test. Le test, c'est vérifier qu'il y a bien les marqueurs majoritaires, etc. Mais c'est aussi vérifier les marqueurs minoritaires, parce que c'est aussi attendu, parce que c'est pas tout vérifier qu'il y a bien la bonne plante, mais aussi qu'il n'y en a pas une autre en mélange. Donc, c'est vraiment une combinaison de tout ça. Et des fois, avec 3 marqueurs, ça peut permettre de faire une très belle identification en regardant tout ce qu'il y a autour. Et des fois, avec 10 marqueurs, ben, notre identification, elle n'est pas bonne, parce que les 10 sont des marqueurs qui sont pas spécifiques. Ça, voilà, ça peut arriver. Mais c'est vrai que quelques marqueurs, des fois, comme je dis, des fois 3 à 5 marqueurs, des fois, ça peut suffire pour avoir un gros poids et avoir un bon niveau de confiance. Ok, merci beaucoup. Merci De rien. beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Loïc, pour cette présentation. Je pense que ça a permis à tous, du coup, de remettre beaucoup de choses en question aussi sur l'identification des plantes. Donc, j'espère que ça vous a tous apporté. Merci à tous pour votre... bon, si personne d'autre n'a de questions, je pense qu'on va conclure ici. Merci à tous pour votre présentation. Et donc, pour vous annoncer le webinaire du mois prochain, nous accueillerons Alexandre de Saint-Germain, qui est donc chargé de recherche à l'Institut Jean-Pierre Bourgin, donc INRAE Versailles, qui nous parlera de signalisation des composés allélopathiques et les strigolactones. Donc, le rendez-vous, c'est mercredi 7 décembre de 12h30 à 13h30. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation. Merci Loïc. Merci en tout cas à vous. Et puis, ouais, je pense que en plus, j'ai respecté le timing, je crois. Donc, c'était parfait. Merci à vous. Bon, merci encore. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les faire passer. Voilà, ça sera avec plaisir. Merci. Et merci pour l'organisation. Allez, au revoir. Au revoir, bonne journée.